Troisième regard sur la critique des médias avec Dominique Pinsol, maître de conférence. On peut dire maître de conférence pour faire une histoire de la critique des médias et partir depuis la fin du 19e. Depuis les origines. Depuis les origines. Depuis les débuts de l'humanité. Depuis Spartacus. Allons-y. Alors, en fait, il paraît que je n'ai que une dizaine de minutes pour faire cette histoire universelle de la critique des médias. Donc, évidemment, je ne vais pas la faire, évidemment, cette histoire. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que quand la critique, ce qu'on a appelé la critique radicale des médias, s'est développée, alors on peut avoir un débat sur les dates précises, mais en gros, entre 89, l'histoire de Timisoara, etc., et 95, le mouvement de l'hiver 95, qui a été suivi donc par la création d'Acrimed, le lancement du journal PLPL, les travaux de Pierre Bourdieu, etc., etc. Il y a eu tout un tas de réactions, disons, assez surprises, assez même indignées, d'entendre une telle critique aussi radicale, aussi virulente. Et cette indignation a même été constatée à gauche, puisque la critique radicale des médias a été souvent accusée, au mieux de simplisme ou d'être sectaire. Au pire, on avait même des accusations de conspirationnisme, de stalinisme. Bon. Alors, cette indignation, elle est étrange parce qu'au fond, si on regarde les choses avec un petit recul historique, en fait, on se rend compte que la critique des médias est quelque chose qui a toujours existé à gauche et dans les forces de gauche, qu'elles soient politiques, syndicales, intellectuelles. Elle a toujours existé depuis que la presse commerciale existe, depuis que les médias commerciaux existent. Et on peut même trouver, à mon avis, une première origine dès le 19e siècle, dans les années 1830, puisque c'est en 1836 très précisément que la presse commerciale a été inventée, puisque c'est un certain Émile de Girardin qui a inventé le journal à bon marché en le finançant massivement par la publicité. Il y a eu, dès cette époque-là, tout un tas de critiques très virulentes adressées à ce type de presse. Ces critiques allaient même beaucoup plus loin qu'elles ne vont aujourd'hui, puisqu'il y a même eu un duel entre Émile de Girardin et un autre journaliste qui s'appelait Armand Carrel et qui était journaliste du National, d'un journal qui s'appelait Le National, héritier de la presse de la Révolution. Les deux hommes se sont affrontés en duel au bois de Vincennes, au pistolet, et Armand Carrel est mort à cause de ce débat autour de la publicité, du financement des journaux par la publicité. Il en est mort. Il a mis 2 jours, il a agonisé pendant 2 jours en plus pour mourir. Il en est mort. Au-delà de l'anecdote, il y a, dès le 19e siècle, cette opposition entre une presse d'opinion, en tout cas une presse qui se veut un vecteur d'émancipation, une presse progressiste, qui véhiculerait les idéaux de la Révolution, et une presse, disons, mercantile. Et on a des citations, je pense par exemple au socialiste Louis Blanc, qui dit à propos d'Émile de Girardin, dans les années 1840, il dit « c'était l'acte de naissance de la presse », je ne sais plus quelle est exactement sa formule, la presse de spéculation. Et donc on a tout ce débat tout au long du 19e siècle. Et puis il y a un deuxième grand moment au 19e, c'est lorsque la fameuse loi sur la liberté de la presse est adoptée en 1881, c'est une loi qui existe encore aujourd'hui, qui instaure en 1881 un régime très libéral pour la presse, puisque la presse est totalement affranchie de la mainmise étatique. Le gouvernement ne peut plus disons, n'a plus de contrôle direct sur les journaux. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'en 1881, toute la question de l'influence de l'argent ou des contraintes que ferait peser le marché, les règles du marché sur les journaux, c'est un débat qui n'a pas lieu. C'est-à-dire que les républicains, qui sont à l'origine de cette loi, considèrent que ça n'est pas un sujet de discussion. Et donc on laisse la presse aux mains du marché. Et en fait, cette loi sur la liberté de la presse, c'est une loi qui garantit en réalité la liberté des entreprises de presse et des patrons de presse, avant tout. Et on a, dès 1881, des critiques de ce modèle-là. Alors, d'ailleurs, pour l'anecdote, la commission qui avait préparé la loi a été présidée par Émile de Girardin, celui qui s'était battu en duel contre Armand Carrel quelques décennies plus tôt. Et donc on a tout un tas de critiques déjà qui disent « c'est bien, on a émancipé la presse du pouvoir politique, maintenant il faut l'émanciper du pouvoir de l'argent. Il faut l'émanciper des puissances d'argent. » Et ça, c'est un débat qui est très important à la fin du 19e. Au début du 20e, c'est une idée communément admise à gauche,
au sein de la SFIO, par exemple. Quand l'Humanité est créée par Jaurès en 1904, c'est un instrument de lutte contre tout ce système aussi de propagande médiatique au début du XXe siècle. Et c'est une idée, au fond, qui a toujours été admise à gauche, largement, on va dire, à la fin des années 70, 1970. Alors, il y a tout un tas de moments pendant cette période-là où il y a eu des projets de réformer radicalement la presse. Je pense, par exemple, pendant l'entre-deux-guerres, au projet qu'avait imaginé Léon Blum, qui se demandait même si les nationalisations ne devaient pas commencer par le secteur de la presse. Il avait imaginé tout un tas de mesures pour mettre fin à ce qu'on appelait à l'époque, dans les rangs de la SFIO, dans les rangs du Parti socialiste de l'époque, ce qu'on appelait la presse pourrie aux ordres du capital. Il y a un petit bouquin en 1935 qui est publié par la SFIO qui s'intitule comme ça. Et donc on imagine des moyens de supprimer cette presse-là. Donc Blum imagine un service public de l'information qui ferait dépendre les journaux, par exemple, des partis représentés à l'Assemblée, et ça serait des fonds publics, au fond, qui financeraient, qui mettraient à disposition de tous les journaux les mêmes moyens. Et que tous les journaux, toutes les idées lutteraient à armes égales. Voilà. Bon, le projet ne voit pas jour pour tout un tas de raisons, mais c'est un projet qui a refait surface à plusieurs reprises. On peut penser par exemple aux mesures prises à la Libération, aux fameuses ordonnances de 1944, puisque à la Libération en 1944, il est là aussi communément admis que si la presse a été, dans son immense majorité, collabo, c'est parce que c'était une presse qui était une presse vénale, qui n'avait d'appétit que pour l'argent, et qu'une fois que l'occupant est arrivé, elle s'est couchée devant l'occupant allemand, ou elle s'est mise au service de Vichy sans aucun problème. Et donc toute cette presse-là est interdite à la Libération, c'est la quasi-totalité des journaux qui sont interdits, et les résistants essaient d'imaginer un moyen de construire un secteur médiatique libre à la fois de l'influence politique, mais aussi des puissances d'argent. Bon. Ça a donné tout un tas de mesures, des mesures anti-concentration. On interdisait, par exemple, aux patrons de posséder plus d'un quotidien. On interdisait aux patrons qui voulaient posséder des gros titres, qu'ils soient quotidiens ou périodiques, de ne pas vivre majoritairement de revenus industriels et commerciaux. Bon, des mesures très radicales. Ces ordonnances de 1944, elles ont été largement piétinées, notamment par Robert Hersant, qui lui-même avait été condamné à la Libération et puis qui a refait son empire de presse dans les années 70. Et au fond, depuis la Libération, on pourrait dire, rien n'a été concrètement mis en œuvre. Et l'idée, par exemple, de créer un statut particulier pour les entreprises de presse, c'est-à-dire de créer un statut pour les entreprises de presse en leur interdisant d'être des sociétés à but lucratif ou des sociétés à lucrativité limitée, ce qui éloignerait tout d'un coup tous ceux qui ne cherchent qu'à s'enrichir avec la presse. C'est un projet qui existe depuis la Libération, qui n'a jamais été mis en œuvre. Ça a refait surface dans les années 60 avec le mouvement des sociétés de rédacteurs, par exemple, qui eux aussi avaient porté ce projet-là. Ça n'a jamais abouti à une quelconque mesure concrète. Bon. Et au fond, les derniers, dans l'histoire contemporaine, très contemporaine, les derniers moments où on a réfléchi, où on a évoqué sérieusement des projets de transformation radicale du secteur de la presse, on en a quelques traces, comme une queue de comète, dans le programme commun de la gauche, jusqu'aux propositions de Mitterrand, avant l'élection 81. On a encore ces références aux projets porté par les résistants à la Libération, à ce statut d'entreprise de presse à but non lucratif, à la nécessité de construire un secteur public de l'information. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé une fois que la gauche a été au pouvoir ? Très rapidement, toute cette tradition, disons, de critique des médias ou du secteur médiatique dominant a été détricotée très très rapidement. C'est-à-dire que la presse, dans le secteur de la presse, le pouvoir socialiste a voté une loi anti-concentration en 1984, qu'on avait baptisée la loi anti-Hersant, puisque c'était lui, l'homme à abattre à l'époque, donc qui interdisait, aux patrons de presse de contrôler une trop grande part de la diffusion de la presse quotidienne. Ces lois n'ont jamais été appliquées, n'ont eu aucun effet, elles ont été même abrogées par la droite revenue au pouvoir en 1986.
Dans le secteur de la télévision, eh ben, tout le mouvement de démantèlement du monopole d'État s'est traduit par un mouvement de privatisation, avec d'abord Canal+, puis TF1. Dans le secteur de la radio, c'est la même chose. Les radios libres, eh ben oui, on a libéré on a en tout cas autorisé les radios libres, mais on a autorisé en même temps les radios privées, qui sont devenues rapidement des radios commerciales, puisqu'on a autorisé la publicité commerciale dans ces radios-là. Et en 84, 85, 86, tous ces projets émancipateurs concernant le secteur des médias sont passés à la trappe. Et ce qui explique que dans les années 80, il y a eu effectivement un trou noir, disons, dans cette réflexion autour des médias, qui fait que quand cette critique est réapparue à partir de la fin des années 80, donc 80 entre 89 et puis jusqu'au milieu des années 90, ça a surpris tout le monde, ou en tout cas tout le monde, en tout cas les militants les plus jeunes, ou les gens qui s'y intéressaient et qui étaient très jeunes à l'époque, dont je faisais partie, puisque c'était une critique, une réflexion qui avait été complètement oubliée, une sorte d'amnésie militante de ce point de vue-là. Et je crois que ce qui s'est passé depuis, en gros, cette époque-là, depuis la fin des années 80, milieu des années 90, c'est qu'on a remis au goût du jour, réactualisé cette critique-là, en reportant en remettant sur le devant de la scène des projets de réforme et surtout en soulignant la nécessité de s'emparer à nouveau politiquement de la question des médias. Voilà le panorama, disons, qu'on peut faire très rapidement à grands traits. Je ne sais pas si j'ai tenu. C'est exactement 10 minutes. Je n'ai pas chronométré.